baissez les lumières et montez le son. Bienvenue de l'autre côté. Bonjour à tous, j'ai un livre sous les mains sur les pas des Templiers en Bretagne, Normandie, Pays de Loire. Et il me semblait que la spécificité régionale de ce sujet assez généraliste était intéressante et assez rare pour être remarquée. Introduction. Les pays de l'Ouest à la fin du XIe siècle. À la fin du XIe siècle, à l'aube des croisades, la France se trouvait partagée entre les grands féodaux, qui pour la plupart plus riches et plus puissants que le roi, étaient maîtres chez eux. Ils avaient le droit de haute, basse et moyenne justice, frapper monnaie, protéger l'église, les clercs, les évêques, ou lutter contre eux, passer leur vie à chasser ou à combattre pour conquérir une terre, un château, défendre un vassal ou le réduire selon le cas. Certes, le roi était reconnu, recevait l'hommage de tous, mais il n'existait pas alors de sentiment national. Comment d'ailleurs, sans pouvoir centralisateur, aurait-il pu exister entre des peuples de langues, de coutumes différentes ? Comment le comte de Flandre, qui rendait d'ailleurs hommage à l'Empire pour certains de ses fiefs, se serait-il inquiété de ce qui se passait à Bordeaux ou à Toulouse ? Le duc de Normandie était aussi roi d'Angleterre et ne pensait qu'à étendre sa puissance à l'ouest, vers la Bretagne, et à protéger ses marches et ses frontières à l'est et au sud. Les comtes de Blois s'étaient taillé un domaine sur les pays de Loire, mais avaient aussi, par des alliances, des héritages et des intrigues, réussi à contrôler les comtés de Champagne et de Meaux. Les comtes d'Anjou étaient des seigneurs puissants, batailleurs, parfois cruels et dangereux pour leurs voisins immédiats. Leur lutte contre la Bretagne, les maisons de Poitiers et de Normandie, était fréquente. Les possessions royales directes étaient celles d'un seigneur de moyenne importance avec des vassaux insubordonnés, souvent révoltés, et Louis VI eut souvent fort à faire pour imposer son autorité. C'était l'époque des communes, en plein essor tout au long du XIIe siècle. Les villes franches, bourgeoises, consulaires, n'étaient pas pour autant des communes. Il ne s'agissait pas de cités ou de bourgs s'administrant eux-mêmes, mais avant tout d'une association mutualiste qui s'était constituée sous serment pour gérer des intérêts communs, et les guildes, charités, frairies avaient souvent servi de modèle. Pour obtenir le droit de s'ériger en commune, les habitants d'une ville devaient souvent commencer par jurer fidélité et assistance au roi ou à leur seigneur, ce qui les obligeait à constituer des milices et à les entretenir. Après les invasions normandes, les villes avaient été longues à se développer. Elles ne s'étaient souvent formées que par le regroupement de plusieurs villages. La vie y était donc avant tout rurale, et pour obtenir le droit d'être bourgeois, il fallait être propriétaire d'une maison ou d'une vigne qui servait de gage le cas échéant. Au XIIIe siècle, les villes franches pourront racheter le service des milices, les communes n'auront pas ce privilège. Les établissements de Rouen, qui serviront de modèle à Aliénor puis à Philippe Auguste, seront institués par Henri II Plantagenet, mais créeront plus d'obligations que de libertés. L'autonomie d'ailleurs était rarement totale, le prévôt royal demeurant souvent près de l'évêque ou du maire et la haute justice étant déférée aux officiers royaux. Dans certaines localités, les droits de villes franches et de communes se superposaient, ainsi de Reims qui élisait 12 échevins à titre de juge. Les privilèges locaux étaient rappelés et reconduits. Il arrivait aussi que le roi, un duc, un comte, un évêque accordât le droit communal à une ville pour lutter contre l'agitation de seigneurs voisins. L'Église, les clercs, jouaient un rôle considérable dans le monde féodal et communal. Lettrés, habitués à la procédure, aux chicanes, ils disposaient d'armes spirituelles non négligeables. Certains prélats usèrent et abusèrent de l'excommunication. C'est au cours du XIe siècle qu'était née la chevalerie et qu'elle s'était régularisée, principalement sous le règne de Henri Ier. Philippe de Clinchamp l'a appelée la fraternité des soldats chrétiens. La chevalerie qui conduisait à la noblesse n'était pas héréditaire. Il fallait commencer par servir et faire ses preuves. Tel pouvait devenir chevalier grâce à une action glorieuse, tel autre à la suite d'une longue préparation. L'adolescent étant tout d'abord page puis écuyer. D'autres enfin choisissaient d'être poursuivants d'armes et se lancer à travers le monde. Les croisades furent pour ceux-ci un terrain privilégié.
l'Église ne tarda pas à réglementer les cérémonies de l'adoubement, qui devenaient ainsi un véritable sacrement. Les chevaliers, s'ils avaient des droits, avaient surtout des devoirs, mais tous ne respectaient pas leurs serments. Avec la paix de Dieu, 1016, destinée à protéger les non-belligérants, clercs, artisans, laboureurs, pèlerins, contre les gens de guerre, l'idée de la trêve de Dieu lancée par Jean XV en 990, reprise au concile de Nice, 1041, et de Narbonne, 1054, fut la principale restriction aux guerres privées en interdisant les combats durant certaines périodes sanctifiées, avant, carême, puis pour assurer le respect du dimanche, du samedi au lundi, voire même du mercredi au lundi. Au XIe siècle, malgré l'opposition de l'Église, les ordalies, ou jugements de Dieu, étaient encore largement pratiqués. C'est le concile de Latran, le quatrième, qui y mit en 1215 un terme définitif. Urbain II, Honorius II ajoutèrent un article à la trêve de Dieu. Les terres d'un croisé étaient sous la protection de l'Église, nul n'avait le droit de les attaquer, de les amputer, de s'en emparer en son absence. L'exemple de Henri Ier Beauclerc devenant roi d'Angleterre et prêt à investir la Normandie, ce qu'il fera en 1106 pendant l'absence de son frère Robert Courteheuse, prouve à quel point les résultats de cette généreuse initiative furent médiocres. La croisade, la première et la seule qui fut vraiment un succès, avait essentiellement la foi pour ressort. Mais le contact des Occidentaux et des Orientaux développa l'art, l'architecture et le commerce, qui finit par supplanter la ferveur, surtout chez les Vénitiens et les Génois. La croisade permit également d'éloigner les seigneurs trop turbulents, trop insubordonnés, en un mot, les aventuriers. Certes, il n'est pas question ici de la pré-croisade de Pierre l'Ermite et de Gauthier, sans avoir, dont les troupes étaient formées d'artisans, de serfs, alors qu'alors nul ne pouvait retenir, de paysans abandonnant leurs terres, de mystiques, de vagabonds et de pillards. Leur triste destin est connu, les Turcs les massacrèrent ou les réduisirent à l'esclavage. Il est curieux de constater que l'un des chefs les plus prestigieux de cette première croisade, Godefroy IV de Boulogne, dit de Bouillon, duc de Basse-Lorraine par sa mère, avait pris part quelques mois plus tôt à une expédition contre le pape. Vassal de Henri IV, il avait suivi l'empereur contre Grégoire VII et avait marché sur Rome, où le pape capturé n'avait dû son salut qu'à l'arrivée de troupes de Robert Guiscard qui le libérèrent, et saccagèrent la ville en 1084. Henri IV et Godefroy retournèrent à Rome, cette fois contre Urbain II, en 1093. Avec Godefroy marché outre son frère et son cousin qui deviendront rois de Jérusalem, Étienne de Blois, père du futur roi usurpateur d'Angleterre, Hugues de Vermandois, frère de Philippe Ier, Robert, comte de Flandre, Courteheuse, duc de Normandie, Alain IV Ferjean, comte de Bretagne. Du Midi partit Raymond IV Saint-Gilles, comte de Toulouse, d'Italie les Normands de Hauteville, qui s'étaient déjà taillé un royaume dans le sud, deviendront princes d'Antioche. Aucun souverain n'y participe encore. Les Aquitains suivront pour un bref séjour en 1101. Il faudra attendre le deuxième croisade, Louis VII et Conrad, et la troisième, Frédéric Barberousse, Philippe II Auguste et Richard Ier, Cœur de Lion, pour voir des rois participer à ces expéditions, preuve que leur autorité était confirmée dans leurs États. Telle était donc la France au début du XIIe siècle, autour d'un roi qui cherchait à s'affirmer et affermir son pouvoir. La Normandie, en dépit des luttes pour le pouvoir entre Robert Courteheuse puis son fils Guillaume Cliton et Henri Ier Beauclerc, était prospère, riche sur le plan spirituel et temporel, hérissée de châteaux, couverte d'abbayes et de monastères, puissante par la possession de l'Angleterre, la main mise sur la Bretagne, à peine sortie de l'anarchie. Le commerce était actif, la traversée incessante de la Manche ne semblait poser aucun problème, même si de temps à autre un naufrage tournait à la catastrophe dynastique. Mort de Guillaume Adelin au large de Barfleur en 1120. Après la guerre fratricide, l'Anjou avait pris lui aussi son essor. Malgré ses vices, Foulques IV le Réchin sut gouverner et organiser. Son fils, Foulques V le Jeune, aura un destin exceptionnel puisqu'il deviendra roi de Jérusalem et son petit-fils roi d'Angleterre et chef de l'Empire plantagenet. L'union de Blois-Chartres, Troyes, Meaux, même si elle n'était pas effective territorialement, avait donné à la maison de Blois-Champagne une puissance avec laquelle il fallait compter. Le roi capétien avait assis son autorité, et sans être toujours effective, elle n'en était pas moins reconnue par tous sans contestation.
Les villes, les foires, les marchés étaient actifs, les artisans, les bâtisseurs nombreux et experts. Partout la pierre remplaçait le bois et le roman allait bientôt céder la place au gothique. Le clergé était riche, puissant, écoutait, la foi profonde, le servage diminuait, l'homme inventait, utilisant en de nombreuses fins par exemple l'énergie hydraulique. Seule la condition du paysan restait précaire, soumise à la volonté des seigneurs, aux intempéries et aux guerres privées. Grâce à l'influence d'Aliénor, les langues d'Oc et d'Oyle allaient évoluer, s'influencer, la première ôtant à l'autre ses aspects rugueux et frustres. Les légendes celtiques apporteraient un renouveau au thème littéraire. C'est dans ce monde en mutation qu'allait apparaître l'ordre du Temple, qui, fort de ce qu'il acquérera en Orient, jouera un rôle éminent dans la vie quotidienne des Français. L'ordre du Temple fut créé en 1118 à Jérusalem par le chevalier Hugues de Pins, d'origine champenoise, son lieutenant Géoffroy de Saint-Omer et 7 autres chevaliers. Ces pauvres chevaliers du Christ furent logés par Baudouin II, qui venait de monter sur le trône de la ville sainte dans une aile de la mosquée d'El-Aqsa, d'où le nom que prit l'ordre. Soutenus par Bernard de Clairvaux et par le pape Honorius II, ils reçurent leurs règles au concile de Troyes en 1128. Elle fut complétée au concile de Pise en 1134. Ils avaient reçu aussi la chlamyde blanche, destinée aux dignitaires. Eugène III y ajouta la croix pâtée quelques années plus tard, en 1146. Latine, cette croix désignait un personnage de haut rang. Les écuyers, les servants et plus tard les chapelains étaient vêtus de noir. Le gonfanon était d'ailleurs noir et blanc, les Templiers l'appelaient beau sang. Ils auraient, selon certains, adoré une idole, le Baphomet, dont les descriptions ont été des plus fantaisistes. Peut-être n'était-ce tout simplement qu'une copie réduite et sertie de pierres précieuses du Botta Fumeiro, l'immense encensoir de Saint-Jacques de Compostelle. Arrivés en Orient, les Templiers reçurent de nombreux dons de souverains, de seigneurs, voire de simples individus fortunés. Partout s'élevèrent bientôt des commanderies. Il y en avait environ 9000 en Europe lors de l'arrestation des chevaliers. Mais sauf exception, principalement dans la péninsule ibérique encore partiellement occupée par les Maures, ce n'étaient pas des forteresses. La règle du Temple interdisant de combattre les chrétiens, il s'agissait généralement d'exploitations plus ou moins fortifiées, nanties d'une chapelle et souvent d'une piscine pour élever les poissons. En 1140, l'ordre commença son installation à Paris, assaignit les marais extramuros qu'il avait reçus en don, et édifia là une place forte jouissant de toutes les franchises et où vivait une foule de clients, artisans, commerçants, corps de métier de toute nature, surtout des bâtisseurs. En Orient, par contre, l'ordre installait des craques, ou craques avec un C ou K, formidables forteresses qui résistèrent longtemps aux assauts des infidèles. Ils avaient tiré profit de ce qu'ils avaient appris des écoles architectoniques de Byzance, des tarouks ismaéliens et des corporations musulmanes, sans oublier l'héritage cistercien des traditions romaines. L'ordre faisait une part à l'ésotérisme. Les contacts qu'il avait en Orient avec les assassins, les soufis, mitraïques, gnostiques et manichéens, avaient fait évoluer sa ligne spirituelle déjà johanniste au départ, ce qui le rapprochait de la vieille église galloise et irlandaise. Donc johanniste, ça fait référence à Saint Jean l'évangéliste. Le temple avait aussi ses banques, utilisait la lettre de change, possédait sa flotte propre et représentait donc une société internationale qu'un Philippe le Bel pouvait d'autant moins supporter que les visées synarchiques de l'ordre ne lui étaient pas inconnues. Il savait son fils Louis X notoirement incapable de leur résister. De plus, le roi avait besoin d'argent, et la Terre Sainte perdue, l'ordre n'avait plus sa raison d'être en France. Les Teutoniques, eux, jouèrent la carte de la Grande Allemagne, les Templiers d'Espagne et du Portugal luttaient contre les Maures, ceux d'Angleterre fondaient des sociétés spéculatives qui donneront naissance à la franc-maçonnerie. En France, l'ordre n'était plus qu'une formidable puissance, un État dans l'État, devenu inutile et encombrant, sinon dangereux. D'où ces arrestations de 1307, ces procès ineptes assortis de tortures, alors que le temple était affranchi de toute servitude et obligation et ne relevait d'aucun tribunal, fût-il ecclésiastique, d'aveux spontanés qui ne résistent pas à l'analyse. Enfin, grâce à la complicité honteuse de Bertrand de Goth, devenu le pape Clément V sous la pression de Philippe le Bel, c'est la dissolution de l'ordre au concile de Vienne en 1312 et l'exécution de Jacques de Molay en 1314. Les biens du temple, saisis,
furent remis aux hospitaliers aussi riches, aussi mercantiles, mais qui ne se mêlaient pas de politique et n'étaient donc pas à craindre. Certains grands maîtres eurent une conduite héroïque à l'instar de leurs troupes. Eudes de Saint-Amand, Bernard de Tramelay, Guillaume de Sonnac et Guichard de Beaujeu. D'autres furent plus contestables, Philippe de Naplouse, Arnaud de Thoroge, Téric, Thomas Béraud, le pire ayant été sans doute Gérard de Ritefort, qui avec Guy Ier de Lusignan et le chevalier brigand Renaud de Châtillon, fut responsable du désastre de Hattin, près du lac Tibériade, et partant de la prise de Jérusalem. Quant à l'attitude du dernier grand maître, si elle fut discutable lors des procès, sa mort courageuse le racheta. Certains de leurs actes, cependant, restèrent critiquables. Si Bernard de Tramelay fut tué à Ascalon, c'est qu'il voulait entrer seul dans la ville conquise avec ses chevaliers, pour ne pas avoir à partager le butin. Les vaincus firent demi-tour et l'abattirent. Pierre de Montaigu négligea les offres du sultan, se détourna de Frédéric II Hohenstaufen, Armand de Périgord et Thomas Béraud firent face aux dissensions qui dressaient l'ordre contre les hospitaliers, tout comme l'avait fait avant eux Philippe de Plessier. Les torts étaient à chaque fois partagés, mais le royaume franc n'y gagnait rien, au contraire. Et n'est-ce pas Bertrand de Blanquefort qui livra à ses ennemis Nassidérim, fils du sultan Abbas qui venait d'être tué, et qui manifestait le désir de se convertir? Il garda néanmoins le butin tout en encaissant la rançon, 60 000 pièces d'or, en 1155. Force est malgré tout de rendre hommage à la vaillance, à l'abnégation des chevaliers, qui maintes fois acceptèrent de se sacrifier en grand nombre, et maintinrent l'un des points essentiels de leurs règles, que citait saint Bernard, dans les batailles, toujours au plus fort de la mêlée, acceptant toujours le combat, fût-ce d'un contre trois, ne demandant jamais quartier, ne donnant point de rançon, pas un besan, pas un pouce de terre, pas un pan de mur. À Hattin, ils se battirent jusqu'à l'épuisement et les prisonniers refusèrent d'avoir la vie sauve en reniant leur foi. À la Mansoura, ils se sacrifièrent délibérément, le maître Guillaume de Sonnac en tête. Ce ne sont que deux exemples parmi d'autres. Le guet de Jacob, Harim, Bagnas. Quand le roi lépreux Baudouin IV remporte contre toute attente la victoire de Montgiscard, il est à la tête de 500 chevaliers, dont 80 templiers, Salah al-Din, Saladin à 26 000 hommes. À Saint-Jean d'Acre, Beyrouth, Jaffa, Ascalon, les pauvres chevaliers du Christ sont présents et font bon marché de leur vie. Lors de la prise de Jérusalem, il ne restera que 20 templiers survivants, dont Thierry qui se verra promu commandeur puis maître. En Europe, ils participeront à la victoire de Las Navas de Tolosa, 1212, dite Triomphe de la Croix, 12 juillet, à laquelle participaient Pierre II d'Aragon, Sanche V de Navarre, Alphonse VIII de Castille, Alphonse II du Portugal et des troupes françaises, aquitaines, allemandes, italiennes, Innocent III ayant couvert cette expédition en accordant aux combattants les mêmes indulgences qu'aux croisés de la Terre Sainte. Vaincu, l'émir Yacoub s'enfuit en abandonnant l'étendard califal bleu étoilé d'or. Citons encore le naufrage volontaire à Damiette au pied de la tour Casbène, la défaite de Gaza, où Armand de Périgord est aveuglé et blessé mortellement. Il y aura 18 rescapés sur 300 templiers. Les craques tombent sous les coups de Baïbar, ce turc russe aux yeux bleus. Césarée, Asruf, Beaufort, Gastin, les templiers sont bien seuls. Le pape Urbain IV cherche même à les débaucher pour qu'ils aillent à Rome défendre les intérêts pontificaux. Ils s'y refusent. Et c'est la page remplie d'amertume de Ira et Dolor. Baïbar continue, enlève Alep, Damas, Safed, Jaffa, Antioche, le Châtel Blanc et le crack hospitalier des chevaliers. Son successeur Kalaoun s'empare de Tripoli 1288, puis vient le tour du sultan Al-Ashraf qui met le siège devant Saint-Jean d'Acre. La résistance est héroïque et durera 2 mois. Guillaume de Beaujeu y laissera la vie. Les Mamelouks ne tinrent pas leurs promesses. Les Templiers restés dans la tour reprirent le combat et furent ensevelis dans les décombres de l'édifice sapé. Les funérailles du temple coûtèrent 2000 hommes aux Turcs. 28 mai 1291. Tyr, Sidon, Tortosa furent évacués. Le frère Hugues d'Ampurias, réfugié dans l'île de Rouad face à Tortosa, fut lui aussi victime de la mauvaise foi des Mamelouks. Les rescapés d'Acre, peu nombreux, s'étaient réfugiés à Chypre. La mission de l'ordre était terminée. Mais rappelons que Jacques de Molay, profitant des invasions mongoles, réussit à reprendre Jérusalem en 1298 et à s'y maintenir pendant près de 2 ans. Jusqu'en 1303,
il mena des raids au Levant. Les Templiers étaient des moines, ils appartenaient à un ordre religieux et non séculier. Mais c'étaient aussi des soldats qui ne vivaient pas à l'abri derrière les murs d'un monastère. Malgré certaines modifications, leurs règles étaient difficiles à observer, et il est certain que beaucoup les transgressèrent du fait de leur irréalisme. Innocent III lui-même, pourtant membre affilié, tonna contre les fautes commises par les frères chevaliers. Pouvait-il en être autrement ? Quelle que fût leur foi, leur courage, c'étaient des hommes, non des saints. Ne peut-on résumer l'aspect glorieux de leur action en Terre Sainte par la phrase lancée à Acre par Guillaume de Beaujeu « Je ne m'enfuis pas, je suis mort ». Chapitre 1. La Bretagne. Aperçu historique. Sous Érispoé, fils de Nominoé, Salomon et Alain Ier le Grand, la Bretagne avait été un royaume, et les invasions normandes avaient désolé le pays, et Alain II Barbe-Torte avait dû rendre hommage à Louis IV d'Outre-mer. De tout temps, les maisons de Vannes, de Nantes, de Rennes, de Cornouailles avaient lutté pour prendre et garder le pouvoir. La maison de Rennes avait finalement triomphé, mais Alain III avait créé un nouveau motif de dissension en faisant de son frère Éon un comte de Penthièvre. Ce sont les fils de ce dernier qui recevront le comté de Richmond du conquérant qu'ils avaient accompagné à Hastings, donc de Guillaume. À la mort de Conan II en 1066, c'est le retour de la maison de Cornouailles avec Hoël et Alain IV Fergent, son fils, 1084-1112. Alain IV réunit la Cornouaille, les comtés de Rennes et de Nantes. Il épouse Ermengarde d'Anjou, sœur de Foulques V dont il a un fils, le futur Conan III, au moment même où il partit pour la croisade avec Robert Courteheuse, duc de Normandie. Au retour, il prendra par prudence le parti de Henri Ier Beauclerc contre ledit Courteheuse. Manœuvre inutile car à peine aura-t-il abdiqué en faveur de son fils que Louis VI laissera à Beauclerc la suzeraineté sur la Bretagne. 1113. L'ancien royaume n'est plus qu'un arrière-fief, un domaine vassal de la couronne de France. Malgré les origines de sa mère, Conan III le Gros se trouve confronté aux problèmes posés par les alliances entre le roi anglo-normand et le comte d'Anjou, mariage de Guillaume Adelin avec Mathilde d'Anjou, puis de Mathilde l'Emperesse avec Geoffroy V le Bel. La Bretagne est donc enfermée de tous côtés, sauf à la pointe sud-ouest, aux limites du comté de Poitiers. Conan marie sa fille Berthe avec Arthur de Penthièvre, comte de Richmond. Leur fils sera Conan IV le Petit. Veuve, Berthe s'est remariée avec Éon de Porrouët. La guerre qui divise l'Angleterre et la Normandie sous le règne d'Étienne de Blois laisse à Conan III, qui mourra en 1148, quelques répits durant les 13 dernières années de son règne. Malgré tout, il est resté fidèle à Louis VI, qui l'a accompagné au cours de plusieurs expéditions, puis à Louis VII, époux d'Aliénor. C'est son second gendre, Éon de Portouët, qui assurera la régence pendant la minorité de Conan IV. Mais la mort de Geoffroy Plantagenet fait de son fils Henri, déjà duc de Normandie, le nouveau comte d'Anjou et du Maine. Son frère Geoffroy conteste ses titres, se rebelle et est vaincu. En 1152, Henri devint l'époux d'Aliénor d'Aquitaine, comtesse de Poitiers, ce qui achève l'encerclement territorial de la Bretagne. 2 ans plus tard, le nouveau couple monte sur le trône d'Angleterre. Soutenu de façon intéressée par Geoffroy d'Anjou, Conan IV chasse son beau-père. Geoffroy s'installe à Nantes, se proclame sénéchal de Bretagne et devient le maître réel de ce qui est alors un comté. 1156. Mais il meurt le 26 juillet 1158, Henri II à son tour se proclame sénéchal, et Louis VII n'ose protester. Constance, fille de Conan le Petit, n'oubliera jamais cette mainmise sur son pays, et son mari et ses enfants acceptés, détestera les Plantagenets toute sa vie, ce qui à la longue servira les intérêts des Capétiens. L'heure des Angevins a sonné, et après eux viendra Pierre de Dreux, cousin du roi de France, et en 1532, le rattachement définitif à la couronne. Conan IV le Petit n'incarne plus qu'une forme de légitimité qui sera mise en avant lors des fiançailles de sa fille avec Geoffroy, l'un des fils d'Aliénor et de Henri II. Il confie la garde du comté jusqu'à la majorité de son futur gendre au roi d'Angleterre. En 1166, les nobles bretons sont convoqués à Thouars pour lui prêter hommage. Peu se dérobe, l'Angevin triomphe. Conan se retire alors à Richmond, où il jouit tranquillement jusqu'à sa mort en 1171 de l'honneur du comté. Henri II lutte contre les révoltes des barons,
organise l'État, crée des charges ministérielles, un conseil et divise le comté en bailliages. Il aura bientôt à faire face à la rébellion de ses 3 fils aînés que pousse leur mère. Plus breton qu'angevin, Geoffroy II ne néglige pas son pays d'adoption et crée à Rennes en 1185 l'assise au comte Geoffroy, qui institue entre autres le droit d'aînesse. Il fait alliance avec Philippe Auguste, mais est tué à Paris au cours d'un tournoi en 1186. Le roi lui fera des funérailles solennelles à Notre-Dame de Paris. Son frère aîné, Henri le Jeune, est mort en 1183. Richard, le futur cœur de lion, est devenu l'héritier du vieux Plantagenet. Geoffroy avait eu une fille de Constance, Aliénor. Il en aura un fils posthume, né en 1187, le malheureux Arthur. Constance est remariée de force par Henri II à un Anglais, Renouf, promu comte de Chester pour la circonstance. Les barons bretons refuseront de lui rendre hommage. Henri meurt en 1189. Richard monte alors sur le trône. En rentrant de croisade, il est fait prisonnier par Léopold d'Autriche qui le livre à l'empereur germanique Henri VI. Les Bretons profitent de sa captivité pour chasser l'époux imposé. À son retour, le cœur de lion, furieux, envahit et ravage la Bretagne. Constance met Arthur à l'abri en l'envoyant à Philippe Auguste. Mais Richard est tué à Chalut en 1099. Constance se remarie aussitôt avec Guy de Thouars, dont elle a une fille, Alix. Atteinte de la lèpre, la fille de Conan IV mourra le 4 septembre 1201, ignorant ainsi le destin funeste qu'allait connaître son fils. Geoffroy était le frère aîné de Jean Santerre, et par primogéniture, l'héritier de Richard était Arthur de Bretagne, sauf en ce qui concernait les fiefs d'Aliénor encore en vie. Hubert Gauthier, archevêque de Canterbury, poussé par le comte de Stréguil, Guillaume le maréchal, conseiller des fils de Henri II, choisit Jean, qui n'attend pas pour se faire couronner. Jean Ier répudie sa première femme, Avis de Gloucester, qui semble stérile, et enlève à Hugues le Brun de Lusignan, comte de la Marche, sa fiancée Isabelle d'Angoulême. Les barons Poitevin et Aquitains crient à la forfaiture, se défient et en appellent au roi de France. Jean n'en a cure. Le 24 août 1200, il épouse Isabelle, qu'il fait couronner à Westminster le 8 octobre. Philippe Auguste ne réagit pas immédiatement à l'appel des barons de Poitou-Aquitaine. Il a fait annuler par des évêques complaisants son mariage avec Ingeburg de Danemark et a épousé Agnès de Méranie. Ingeburg, bien que recluse, en appelle à Rome. Philippe résiste et le 15 janvier 1200, Innocent III jette l'interdit sur le royaume. Il ne sera levé que le 6 septembre. Entre-temps, Philippe a marié son fils, Louis VIII, à Blanche de Castille, nièce de Jean. La cérémonie a eu lieu en Normandie du fait de la sentence papale, 23 mai. Ingeburg est officiellement redevenue reine de France, mais Agnès, retirée à Poissy, est enceinte. Elle meurt en couche et l'enfant ne survivra pas. Le roi est libre d'agir et veut s'étourdir. Il ne tient plus compte de l'hommage qu'Aliénor a cru opportun de renouveler et cite Jean à comparaître à Paris pour plaider sa cause. Il avait pourtant reçu avec faste 8 mois plus tôt avec sa nouvelle épouse. Jean ne se présente pas et est condamné par défaut le 28 avril 1202. Arthur, armé chevalier, fait aussitôt hommage à Philippe pour la Bretagne, l'Anjou, le Maine, et le Poitou, fief de sa grand-mère. La Normandie n'est pas mentionnée, Philippe se la réserve et se lance à sa conquête. Mais Arthur assiège Aliénor, réfugié dans le château de Mirebeau, et pris à revers par Jean, qui remporte la seule victoire de sa triste existence, et capturé. Enfermé à Rouen, il sera égorgé et jeté dans la Seine par son oncle. Quant à Aliénor de Bretagne, sœur du supplicié, elle sera détenue à Bristol. La Bretagne à l'heure capétienne. Philippe réagit aussitôt et fait reconnaître Alix par les barons bretons, son père Guy de Thouars devant assurer la régence jusqu'à sa majorité. Mais dès 1206, Philippe l'évince et prend personnellement les rênes. En 1212, il fiance Alix à son petit cousin Pierre de Dreux, arrière-petit-fils de Louis VI, et n'attend même pas que le mariage ait été célébré pour l'investir, 1213. Un moment envisagé, Henri de Penthièvre avait été écarté. Trop breton. Un Capétien règne sur le duché. Pierre Ier Mauclerc, personnage haut en couleur, pieux mais anticlérical, lutte contre le pouvoir temporel de l'Église. Il conteste la compétence des tribunaux ecclésiastiques, le tiers-sage des biens meubles des morts intestats,
Un tiers de leurs biens revenait alors à la paroisse ou à l'évêché, le droit abusif d'excommunication dont il sera lui-même victime. Il édifie des châteaux sur des terres épiscopales qu'il exproprie, s'attribue le droit de régal qui permettait aux souverains de toucher les revenus des évêchés vacants, ce qui vaudra à Louis XIV de se heurter à Innocent XI. Il ne ménage pas non plus ses barons qu'il calme en partie en leur conseillant de se comporter en grands décimateurs, percepteurs de la dîme, ne laissant ainsi au clergé que la portion congrue. Dans l'assise du comte Geoffroy, existait une clause traitant du bail, de la garde, d'une seigneurie en cas d'absence d'héritier majeur. Mauclerc ne se soucie pas du paragraphe qui précise que dans ce cas, les biens seront confiés aux frères du défunt ou aux plus proches parents dignes de confiance, mais fait ressortir le droit d'intervention du regard qu'a alors le duc, ce qui l'arrange toujours financièrement et souvent politiquement. De son ancien rival, Henri de Penthièvre, qu'il dépouille, il fait un simple seigneur d'Avancourt en ne lui laissant que le goëlo. Le droit de garde sur les églises et cathédrales, le droit de brie qui avait été limité par un bref de sauvetage de Henri II, deviennent privilèges ducaux. Alix meurt en 1221. Pierre songe alors à son avenir car une fois son fils Jean majeur, il devra lui céder la place et cherche à épouser Yolande de Flandre. Blanche de Castille, régente et conseillée par son cher Romain de Saint-Ange, s'y oppose formellement. Pierre se tourne ensuite vers Alix de Chypre, nouveau refus de Blanche. Mauclerc se révolte par 4 fois et s'allie 2 fois avec Henri III d'Angleterre. En 1234, il devra se soumettre. Un enquêteur royal se rendra en Bretagne en 1235 et le duc, bailliste de son fils, ne quittera plus le droit chemin. En 1237, Jean est majeur. Pierre se retire en Champagne où il poursuit sa lutte contre les empiétements temporels du clergé. Puis devenu Pierre de Brenne, il accompagne Louis IX à la 7e croisade, est blessé en Égypte et rentre pour mourir en 1250. Jean Ier le Roux consolide le pouvoir ducal, mais subit l'influence royale. Comment en irait-il autrement avec Saint-Louis, respecté par toutes les cours d'Europe qui sollicitent son arbitrage, mais qui sait à l'occasion se montrer inflexible et sauvegarder l'intérêt du royaume. Jean est poète, chasseur, bâtisseur, bon père de famille. Il acquiert de nombreux châteaux, de nombreuses seigneuries comme celle de Léon. Le vicomte Hervé IV étant complètement ruiné, il renonce au droit de bail, de garde, mais s'octroie un droit de rachat éventuel. Il supprime le passe nuptial que devaient payer les nouveaux époux et remplace le tierçage par le 9e, surtout lorsqu'il s'agit de petites successions. Il obtempère en 1240 à l'édit royal concernant l'expulsion des Juifs et sera à Tunis avec le roi en 1270. Jean II, marié en 1259 avec Béatrice, fille de Henri III, récupère l'honneur de Richemont, qu'il reperdra en 1297 quand il enverra des troupes en Flandre à la demande de Philippe le Bel, qui en échange le nommera duc et père. En 1294, Jean II avait plus ou moins noué une alliance avec son beau-frère Édouard Ier, mais cet acte d'indépendance vis-à-vis de l'implacable Philippe IV avait tourné court. Pour prévenir toute récidive, le roi envoya un enquêteur, le vicomte d'Avranches, en 1296, et Jean rentra définitivement dans le rang. Mais les jugements bretons font souvent l'objet d'appels devant le Parlement de Paris. S'il gagne la paix, le duc doit faire taire son amour-propre. En 1303, il laissera les commissaires royaux venir chercher dans son duché des subsides pour la guerre de Flandre et meurt en 1305. Son successeur Arthur II ouvre 2308 la Bretagne au commissaire de Philippe le Bel, chargé d'exécuter les ordonnances prises contre les Templiers arrêtés au cours de l'automne 1307. La même année, il refuse d'accepter l'hommage des Malouins révoltés contre leur évêque. C'est que les prélats bretons sont nommés par le roi, qui se considère comme leur suzerain direct. Arthur n'ose pas de ce fait recevoir le serment d'allégeance de Saint-Malo. C'est alors que naîtra la guerre de succession de Bretagne, dite guerre des deux Jeannes. De sa première femme, Marie de Limoges, il a 2 fils, Jean, le futur Jean III, et Guy, au profit duquel son frère restaurera la maison de Penthièvre. Erreur politique, certes, mais Jean III voulait contrebalancer ainsi l'influence croissante des Rohan. Veuf, Arthur se remarie avec Yolande de Dreux, héritière du comté de Montfort-l'Amaury, qui lui donne 5 filles et un fils, Jean de Montfort. Jean III le Bon devint alors duc que le concile de Vienne aboutissait à la dissolution de l'ordre du Temple. Il se mariera 3 fois
Isabeau de Valois, Isabelle de Castille et Jeanne de Savoie, et mourra sans postérité en 1341. La vie en Bretagne à la fin du XIe siècle. La population de la Bretagne, à l'époque de la première croisade, était essentiellement rurale et l'agriculture de pauvre qualité. Les zones cultivées n'étaient souvent que des îlots dans la lande. Les terres appartenaient aux seigneurs avec droit de pâture accordé aux Silins. Avoise supprima le servage. Fille du duc de Normandie, elle avait épousé Geoffroy Ier de la maison de Rennes et assuré la régence pendant la minorité de son fils Alain III. C'était le règne des tenures, les domaines congédiables, souvent assortis de corvées. Là était l'origine d'innombrables procès et révoltes, l'intérêt du propriétaire foncier allant souvent à l'opposé de celui qui exploitait la terre. Il existait aussi pour les terres gastes en friche le bail à complant. Le défricheur restituait à terme une partie de ce qu'il avait fertilisé. Après les invasions normandes, il ne restait qu'une dizaine de villes à moitié détruites. La création de nouvelles cités ou bourgades autour des châteaux fut lente et due à des motifs politiques et défensifs. Le clergé édifiait peu, cas rarissime alors. Les franchises sont quasi inexistantes jusqu'au XIIIe siècle. Les ports ruinés reprendront vie avec les ducs capétiens. Les Bretons s'installent même alors à La Rochelle. Le clergé avait longtemps pratiqué la simonie, vente d'objets religieux, et le nicolaïsme, mariage des prêtres. Certains évêchés devenaient héréditaires de père en fils. Grégoire VII, le pape de la querelle des investitures et de Canossa, y avait mis bon ordre. Le XIe siècle aura donc été tournant dans l'histoire de l'église bretonne. Les monastères peu nombreux avaient besoin de réformes. Elles s'accompliront peu à peu, beaucoup plus lentement qu'ailleurs. La foi était naïve, d'où le succès d'un Néon de l'Étoile, sorte de voudois ascétique, le renom d'un Robert d'Arbrissel. Yves Hélory, protecteur des pauvres, canonisé au XIVe siècle, 40 ans après sa mort, est resté le patron de la Bretagne. Il y a peu encore s'effectuait le pèlerinage des Sept Saints, plus de 500 km. Franciscains, dominicains, carmes et autres ordres mendiants s'implantèrent au XIIIe siècle.